Donc, bonjour à tous. Je vous propose de commencer. On attend encore des participants, mais bon, ils se connecteront au fur et à mesure. Donc, bienvenue à tout le monde. Je vais laisser la parole d'abord à Hélène, la directrice emploi et diversité des entreprises pour la Cité, pour vous dire un petit mot de bienvenue. Merci Mathilde. Alors effectivement, en attendant les retardataires, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc dans ce webinaire qui est organisé par les entreprises pour la Cité. Un petit mot d'introduction, effectivement, avant de laisser la parole à Mathilde Mélan, qui est à l'initiative de ce temps d'échange et de partage. Alors voilà, on le sait, la crise touche et continue de toucher les personnes les plus vulnérables aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle la question de l'inclusion se pose encore plus aujourd'hui que hier. Alors, on le sait, les difficultés et les incertitudes auxquelles sont confrontées les entreprises sont évidemment grandes, mais l'inclusion reste et reste aujourd'hui essentielle pour ne pas laisser une part de la société sur le bas-côté. Voilà, alors l'idée, et c'est notre mission au sein des entreprises pour la Cité, c'est de vous accompagner pour identifier les différents leviers de l'inclusion dans l'emploi. C'est donc l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, qui a pour objectif de vous en dire un peu plus sur la mise en place d'une politique d'achat responsable et de vous présenter notamment les champs d'application des clauses d'insertion. Voilà. Donc, on a fait le choix exceptionnellement d'ouvrir plus largement ce webinaire, voilà, puisque aujourd'hui, on accueille un certain nombre de membres LEPC, des entreprises pour la Cité, mais aussi des signataires de la démarche La France Une Chance, puisque les entreprises pour la Cité ont été mandatées pour déployer cette démarche gouvernementale sur un certain nombre de nos territoires. Et en l'occurrence, on est heureux aujourd'hui de les accueillir sur ce webinaire. Voilà, merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Mathilde. Merci Hélène. Moi, je vais juste vous dire 2 mots sur les entreprises pour la Cité. Donc, moi, je suis Mathilde Mélan, chef de projet emploi et diversité au sein des entreprises pour la Cité. Donc, les entreprises pour la Cité, qui sommes-nous? Nous sommes un réseau d'entreprises de près de 200 adhérents que nous animons sur nos 6 directions régionales autour de 3 thématiques. 3 pôles thématiques d'expertise qui sont l'égalité des chances dans l'éducation et l'inclusion numérique, l'accès à l'emploi et la diversité en entreprise, et le mécénat et les investissements citoyens. Pour vous dire un peu plus sur donc le pôle thématique que nous représentons aujourd'hui avec Hélène, l'emploi et la diversité chez les entreprises pour la Cité, ce sont des ateliers de partage de bonnes pratiques, d'échanges et de conférences en présentiel ou à distance comme aujourd'hui. C'est aussi de la formation et du conseil destiné à nos adhérents autour de sujets liés à la diversité en entreprise. Nous organisons aussi des actions concrètes de mise en relation de collaborateurs volontaires avec des demandeurs d'emploi pour les aider à construire leur projet professionnel, à découvrir des métiers, dans la découverte de l'entreprise. Et à partir de cet été, nous aurons aussi le plaisir de proposer à nos adhérents un projet qui portera sur l'accès à l'emploi des réfugiés en entreprise, un projet levier qui démarre en juillet. Si on peut faire un petit zoom aussi sur un projet que nous portons, enfin sur des projets que nous portons au niveau de l'emploi et de la diversité chez les entreprises pour la Cité. Donc nous sommes mandatés sur plusieurs territoires en France pour animer des réseaux d'entreprises dans le cadre des plans gouvernementaux du Pacte et de La France Une Chance. Donc dans ce cadre, certaines personnes sont connectées aujourd'hui puisqu'elles ont rejoint l'un de nos réseaux départementaux. L'idée de ces réseaux, c'est de permettre aux entreprises de signer une charte d'engagement dans laquelle elles valorisent leur engagement aux côtés de l'État pour l'inclusion et l'insertion sur leur territoire, et de leur permettre d'agir au plus près de leur territoire et de aussi bénéficier bien sûr d'une mise en relation et d'une animation avec d'autres entreprises avec un aspect très territorial. Voilà. Donc certains d'entre vous sont déjà signataires. Pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur cette démarche ou rejoindre l'un des réseaux départementaux que nous animons ou qui seraient animés par d'autres acteurs, vous pouvez aussi vous tourner vers nous pour en savoir plus. Nos contacts sont dans la présentation qui vous sera envoyée par la suite.
Donc aujourd'hui, nous sommes ensemble pour un peu plus d'une heure pour échanger, comme le disait Hélène, sur les démarches d'achat responsable et de clauses d'insertion. Donc l'organisation de cet atelier, il fait suite à la demande qui a été formulée par un certain nombre de nos adhérents de se voir proposer une animation dans ce cadre, mais aussi à la publication d'une tribune dont voilà, nos intervenants vous parleront un peu plus précisément, qui vise à mobiliser les entreprises à travers leurs achats pour l'inclusion et l'insertion par ces temps de crise économique et sanitaire. Donc notre intervention d'aujourd'hui, elle sera découpée en 3 temps. On va faire un premier temps un peu plus généraliste sur les achats responsables, le secteur de l'insertion par l'activité économique et les clauses sociales, puisque nous avons pu constater grâce au questionnaire que vous n'avez pas tous le même niveau de connaissance sur ce sujet. Un second temps qui portera plus sur les leviers d'action et les moyens que vous pouvez mettre en œuvre pour développer justement la thématique des achats responsables et des clauses d'insertion dans votre entreprise, et un petit focus sur acheter responsable par temps de crise. Chacun de ces temps, à la fin de chacun de ces temps, nous ouvrirons des questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat. On les prendra à la fin de chaque intervention, et puis à réagir pour témoigner aussi de ce que vous mettez en place, de vos difficultés. Et donc pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui 2 experts de la Fédération des acteurs de la solidarité, donc Lorraine Planchon et Steven Marchand, bonjour, qui sont venus accompagnés de structures du secteur de l'insertion par l'activité économique, qui vous parleront respectivement de leur mission et de la manière dont elles ont été amenées à les reconfigurer pour faire face à la crise et les services qu'elles proposent aux entreprises. Donc, je vous laisse la parole, Lorraine et Steven. Et je vous donne ici la main sur la présentation. Lorraine, tu as la main pour défiler la présentation. Je vous invite chacun à mettre vos micros et éventuellement vos caméras aussi pour améliorer la connexion en muet. N'hésitez pas à les réactiver, bien sûr, dans les temps consacrés aux questions et aux échanges. Voilà, bonne Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Steven Marchand, donc effectivement, je travaille à la Fédération des acteurs de la solidarité. Donc, avec ma collègue Lorraine Planchon, on va d'abord vous faire une intervention pour vous rappeler un petit peu le cadre des achats socialement responsables et effectivement la place de l'insertion par l'activité économique. Juste quelques mots pour vous présenter la fédération au sein de laquelle on travaille. Donc, nous, on travaille au sein de la Fédération des acteurs de la solidarité, qui est un réseau national qui fédère une grande diversité d'acteurs qui œuvrent dans le champ de la lutte contre les exclusions, et donc notamment effectivement qui intervient dans le champ de l'accompagnement des personnes sur le volet santé, logement et emploi. Donc avec Lorraine, on s'occupe plus particulièrement des questions d'emploi, et notamment on anime le réseau des structures qui interviennent dans le champ de l'insertion par l'activité économique, sur lequel on va plus développé aujourd'hui. Donc, on fédère notamment des structures peut-être que vous connaissez comme Emmaüs, l'Armée du Salut, et puis également des structures donc, qui interviennent plus en proximité, notamment sur le champ de l'emploi, voilà, qui s'adressent à une grande diversité de publics. Hein. Vous évoquez la question des réfugiés, donc on a pas mal de structures aujourd'hui qui se mobilisent pour apporter un accompagnement social et aussi des solutions d'insertion professionnelle à destination des réfugiés. Et puis, effectivement, on a des structures qui sont plus spécialisées sur la prise en charge des jeunes, des femmes victimes de violences. Donc, vous le verrez, on retrouve ça aussi dans le cadre du secteur de l'IAE. On s'adresse vraiment à une grande diversité de publics, mais qui, à un moment donné, effectivement, ont besoin d'être accompagnés, soutenus dans un parcours d'insertion. Donc, au niveau national, le réseau rassemble donc une grande diversité de structures, et ça représente à peu près 1000 structures, donc avec des grosses, des petites. Chaque année, donc, on accompagne à peu près 1 million de personnes, donc sur différents volets, l'hébergement, le logement, la santé, l'accès à l'autonomie et évidemment l'emploi. Du coup, nous, on travaille plutôt sur le secteur sur la région de l'Île-de-France, mais on est évidemment très maillé avec nos collègues chargés de mission des autres régions. Donc, s'il y a besoin aussi de travailler, de faire de la mise en réseau sur d'autres territoires que l'Île-de-France, on reste évidemment disponible pour faire le lien à ce niveau. Voilà, et donc les grandes missions qu'on met en place, hein, c'est assez classique d'un réseau, c'est-à-dire qu'on a une mission évidemment de représentation, d'animation des acteurs,
de sensibilisation évidemment de l'opinion publique, de faire un travail d'échange, de réflexion, de formation de nos adhérents et évidemment de développer, de soutenir effectivement le développement des projets et le développement de projets collectifs, notamment en termes d'innovation et d'essaimage des bonnes pratiques. Donc voilà, sur le champ de l'emploi, effectivement, et c'est pour ça qu'on est très heureux d'être présent à ce webinaire, c'est vrai qu'il y a une conviction qui est qu'on a besoin, effectivement, une conviction forte qui est que nul n'est inemployable. Donc effectivement, essayer de travailler quand même le volet, l'accès à l'emploi pour l'ensemble des personnes, y compris effectivement les personnes très éloignées de l'emploi. Et du coup, une autre conviction qui est qu'effectivement, il faut qu'on travaille avec les entreprises classiques. Il faut qu'effectivement, on réévalue régulièrement justement les initiatives, les dispositifs, en fait, pour être au plus près des besoins des personnes avant tout, mais effectivement de l'ensemble des parties prenantes. Et donc, on a ce souci d'aller vers l'entreprise, de susciter les collaborations entre nos adhérents et les entreprises pour mieux effectivement accompagner l'accès à l'emploi et l'intégration des personnes une fois l'emploi occupé, puisqu'on sait qu'effectivement, il y a aussi toujours un enjeu du maintien en poste qui est important effectivement dans un parcours de professionnel. Donc voilà la petite présentation que je pouvais faire de notre réseau. Et du coup, je vais céder la parole à Lorraine qui va introduire effectivement la question des achats socialement responsables. Bonjour à tous. Oui, effectivement, l'idée c'est de… Alors, est-ce que j'ai la main sur PowerPoint? Ouais. C'est pas bien. Non. Si c'est moi là. Parfait. Voilà. Alors, excuse-moi du coup. On y est? On y est. En tout cas, j'ai l'impression que tu as un problème de son. J'espère que ça ne va pas persister, je te dirai. Oui, Lorraine, on entend, oui. Ah, vous ne m'entendez pas? Pas bien? Ça va. Ouais. Bon, je vais essayer d'aller pas trop vite, comme ça, s'il y a des problèmes de son, ça sera plus fluide. Donc, en fait, sur la question des achats, l'idée, c'est d'introduire un petit peu les choses, de rappeler, comme le disaient Hélène et Mathilde, sur l'appel à la mobilisation des entreprises dans le contexte actuel de crise particulièrement, où c'est toujours et encore les personnes les plus fragiles qui sont les plus impactées par ces éléments-là. Et du coup, l'idée, c'est de recontextualiser voilà, l'importance de l'engagement des entreprises dans le cadre notamment des clubs, la France s'engage ou même au national, puisque c'est un appel national à se mobiliser. Les achats responsables, on sait qu'ils rentrent aussi, et les démarches RSE associées dans le cadre du pacte, plus largement du plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises qui a été mis en place en mai 2019 et qui a l'ambition du coup de redonner à l'entreprise des moyens d'innover, de transformer, de grandir et de créer des emplois. On retrouve toujours cette dynamique-là avec un intérêt social et de RSE réaffirmé. Et du coup, l'objectif, encore une fois, c'est effectivement de se mobiliser sur ce secteur-là et encore plus à l'heure actuelle en termes au-delà de la fonction achat avec effectivement ces fonctions de reporting, etc. C'est aussi une fonction qui est associée à la démarche RSE. Je pense que vous avez déjà bien fait des choses, mais rappelons-le quand même, ça permet aussi de répondre aux objectifs de développement durable des Nations Unies, notamment sur différents objectifs tels que réduire les inégalités ou encore investir sur de la consommation ou de la production durable. En fait, toutes les structures de l'IAE plus spécifiquement, mais plus largement les structures de l'ESS, répondent à différents critères de ces objectifs de développement durable et peuvent être un appui, en tout cas, sur lesquels il est important de pouvoir s'appuyer et faire appel, parce qu'il y a un enjeu fort, rappelons-le, d'innovation sociale et transformation vitale pour les entreprises, de se rapprocher des acteurs locaux, de développer leur ancrage local, d'innover, de favoriser, de contribuer au développement durable aussi et local, de développer des compétences sur un bassin d'emploi. Et du coup, vraiment d'être en phase avec les évolutions qui peuvent se faire sur leur territoire.
en lien avec les différents acteurs. Donc, il y a un gros enjeu sur ce sujet-là aussi, à collaborer avec les structures de l'ESS, et notamment de l'IAE. Forcément, j'orienterai et on orientera les choses en ce sens-là. Et l'idée aussi, c'est aussi de prendre en considération, puisque c'est un enjeu qui est très fort aujourd'hui au niveau de la marque employeur. On se rend compte que les collaborateurs d'entreprise sont très sensibles aussi à la démarche engagée par les entreprises, que ce soit sur le volet social, sociétal ou sur l'environnement. Et le fait de prendre en compte ces enjeux-là favorise du coup le fait de donner du sens aussi à l'implication et à l'engagement des collaborateurs au sein de l'entreprise, et que c'est un enjeu assez fort aujourd'hui, et d'autant plus sur les nouvelles générations. Donc, on se rend compte que la fonction achat, en fait, il y a un fort pouvoir en fait en termes d'impact social, puisqu'elle représente quand même 50% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, en fait, le pouvoir pour agir sur l'impact de l'entreprise, il est assez important. Et du coup, on se dit qu'il est important de s'orienter vers les structures de l'ESS qui elles-mêmes représentent, c'est important de le rappeler aussi, qu'elles représentent 10% du PIB en termes d'économie, c'est quand même pas négligeable, et qu'elles représentent 13% des emplois privés en France. Donc d'où l'importance de pouvoir collaborer, développer des coopérations avec ces acteurs-là, qui d'autant plus interviennent sur l'emploi. Voilà. Et ensuite, l'idée, alors je ne vois plus le PowerPoint, mais l'idée, c'est effectivement sur la slide suivante, de maximiser du coup votre impact social sur les achats et de contribuer à une économie positive. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est-à-dire qu'à travers la rédaction d'appels d'offres ou la sélection de prestataires, en tant qu'entreprise, on peut avoir plus ou moins d'impact sur les territoires d'implantation de l'entreprise, sur la société de manière générale, ou avec des valeurs qui sont prônées. Et l'idée, du coup, c'est de chercher à concilier deux besoins sur vos achats, c'est-à-dire de trouver des fournisseurs pertinents, donc qui vont pouvoir répondre à tous les prix, des critères de qualité, des délais de réactivité, aussi à des critères géographiques, que ce soit sur des prestations d'ailleurs de fourniture, de services ou de travaux. En fait, Steven rappellera les différents secteurs d'activité sur lesquels se positionnent les structures de l'IAE. Ce qui vous permettra d'avoir un panel des possibilités, et on y reviendra tout à l'heure. Et voilà, et donc les leviers sur lesquels s'appuyer, c'est effectivement de faire appel à une prestation, à un produit des structures de l'IAE, ou plus généralement sur l'ESS, bien sûr, on est sur les structures du handicap, sur des coopératives ou des entreprises équitables. Voilà. Et l'autre levier, c'est effectivement de pouvoir intégrer une clause dans un marché, soit en tant que donneur d'ordre, et de pouvoir intégrer des clauses qui précisent de pouvoir faire appel aux structures de l'ESS avec des marchés réservés, des clauses d'exécution ou autres. On y reviendra tout à l'heure, ou effectivement de pouvoir faire appel aux structures à une obligation pour répondre à un marché. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est assez clair, si vous avez des questions à ce stade-là. Bon. Du coup, l'idée, ça va être de peut-être repréciser un petit peu les choses. On a planté un petit peu le cadre sur les achats responsables, sur le contexte et sur l'importance de la mobilisation des entreprises dans ce contexte-là, avec des ébauches de levier. Maintenant, ça va être, je vais laisser la main à Steven pour pouvoir présenter un petit peu plus précisément le secteur de l'IAE et ce qui peut, en quoi la mobilisation est importante sur ce secteur-là. Et voilà. Très bien. Merci, effectivement. Lorraine. Voilà, comme Lorraine, je vais m'attacher peut-être déjà effectivement à faire un petit point sur le contexte et l'actualité du secteur avant de le présenter. Donc, vous dire qu'effectivement, le secteur de l'insertion par l'activité économique, on est plutôt dans une actualité et dans un contexte depuis quelques années plutôt favorable.
effectivement avec la volonté de l'État, hein, puisqu'effectivement c'est un secteur qui s'inscrit aussi dans le cadre des politiques de l'emploi et donc qui est soutenu par les pouvoirs publics et notamment par l'État pour son développement. Du coup, on est plutôt dans un contexte favorable avec la volonté de fortement renforcer le secteur, notamment effectivement à l'issue d'un rapport très favorable de l'Inspection générale des finances et qui a validé effectivement la pertinence de l'outil pour travailler à l'insertion des personnes éloignées de l'emploi. Et du coup, effectivement, le fait que ça a été un des dispositifs, un des secteurs qui a été mis au centre du volet emploi de la stratégie de lutte contre la pauvreté qui a été adoptée par le gouvernement en 2018. Donc, du coup, avec un enjeu donc, de créer, de renforcer, d'accompagner la croissance de ce secteur-là pour répondre effectivement aux enjeux d'emploi pour les personnes en difficulté. Voilà, donc dans la suite un petit peu de ces annonces-là, il y a eu une mobilisation du secteur avec le gouvernement pour réfléchir un peu aux leviers à mobiliser. Et donc, il y a eu notamment un pacte ambition pour le secteur de l'insertion par l'activité économique qui a été présenté du coup en septembre 2019 en présence d'Emmanuel Macron, avec justement une volonté de fortement accompagner le développement du secteur, mais également de travailler au rapprochement avec les entreprises pour effectivement accompagner cette croissance et puis effectivement renforcer les résultats. Donc du coup, on est sur ces orientations-là. Du coup, c'est vrai qu'il y a une vraie opportunité pour monter des nouvelles actions, développer des nouveaux projets, innover en lien avec ce contexte-là. Et du coup, effectivement, une incitation quand même des acteurs de l'IAE avec ce contexte favorable, à se rapprocher des entreprises pour effectivement monter des nouvelles opérations autour de la RSE et puis effectivement favoriser les rapprochements entreprises-SIAE, tant sur le volet recrutement, on y reviendra, que aussi sur le volet collaboration économique. Donc voilà un petit peu pour les éléments de contexte. Et c'est vrai qu'en Île-de-France, je vais y revenir, c'est vrai qu'on a effectivement un secteur assez dynamique et assez maillé, mais cette volonté de développer, de renforcer et d'accompagner la croissance de l'IAE est également quand même assez relayée par les pouvoirs publics, et notamment effectivement le préfet de région, M. Cadot, est assez impliqué pour faire en sorte effectivement que le secteur soit accompagné dans son développement par les services de l'État. Voilà un petit peu pour le point de contexte. Après, effectivement, pour vous faire un peu une photo de ce que représente le secteur, donc c'est vrai que c'est un secteur qui a émergé il y a une quarantaine d'années, hein, le secteur de l'insertion par l'activité économique. Donc, on a à peu près 130 000 personnes qui sont accompagnées dans le cadre de ce dispositif à l'échelle de la France, hein, avec plus de 4 000 structures. Au niveau de l'Île-de-France, on a 400 structures aujourd'hui qui maillent le territoire et qui permettent effectivement d'accompagner à peu près un peu plus de 25 000 personnes par an dans le cadre d'un parcours d'insertion par l'activité économique. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante, du coup, sur un petit peu les chiffres clés du secteur en Île-de-France, si c'est possible. Donc, 400 structures. Donc, j'y reviendrai. C'est vrai que le secteur se décline sous forme de différents dispositifs. Hein, on y reviendra. On a les chantiers d'insertion, les associations intermédiaires. On a certains acronymes, comme vous le voyez sur la slide, les ACI, les EI. Et donc, je vous présenterai un petit peu les différences. Mais en gros, effectivement, sur la photo, l'enjeu, c'est de voir qu'effectivement, il y a quand même un bon potentiel de partenaires et effectivement de réponses en termes d'insertion professionnelle, puisqu'encore une fois, donc on accompagne 28 000 personnes en Île-de-France chaque année. Et du coup, effectivement, on a un peu sur l'ensemble des territoires des grands secteurs d'activité représentés, hein, avec effectivement l'hôtellerie-restauration, les espaces verts, le maraîchage, le BTP, tout ce qui est effectivement secteur de la propreté et de l'entretien. Un secteur aussi important, c'est le réemploi, la collecte, la valorisation des objets, avec effectivement soit de la gestion du déchet, soit aussi des activités plutôt de ressourcerie, de réemploi hein, d'objets par du don effectivement sur un territoire et de la revalorisation. On a des secteurs aussi assez importants au niveau de la logistique et du transport. Et puis, bien sûr, effectivement, le secteur de l'intérim hein, et de la mise à disposition de personnel. Donc, ça, c'est les grands secteurs qu'on va retrouver vraiment sur l'ensemble des départements franciliens. Et puis, on a aussi des initiatives, des activités assez innovantes, assez atypiques, avec des services aux entreprises en termes de conciergerie, des services aux entreprises en termes de lavage écologique, hein, qui n'utilisent pas d'eau,
voilà, on a des activités qu'on va retrouver avec des acteurs. On a des ateliers vélo. Donc, effectivement, Arpège vous fera une présentation de son activité vélo. Voilà, on a au-delà de ces grands secteurs qui sont un peu classiques, qu'on va retrouver partout, on a aussi en Ile-de-France un peu des niches d'activités et des acteurs qui peuvent être partenaires sur d'autres approches. Du coup, pour vous redonner un petit peu le cadre d'intervention du secteur de l'insertion par l'activité économique, donc la finalité, vous l'avez compris, effectivement, c'est bien sûr l'accès à l'emploi, l'insertion professionnelle des personnes en fait, qui sont touchées par une situation de chômage ou par une difficulté d'insertion en lien avec l'emploi. Après, la particularité, effectivement, c'est de s'appuyer pour faire ce parcours d'insertion sur une activité de travail, sur le fait de proposer un contrat de travail aux personnes. Et donc, du coup, effectivement, ça veut dire la capacité à porter, à animer un projet économique, donc d'avoir effectivement une offre de services à destination de clients, que ce soit des particuliers, des collectivités, des entreprises, pour effectivement proposer aux personnes d'exercer une activité professionnelle qui soit vecteur de développement de compétences, de formation, et qui permettent aussi effectivement de mobiliser les personnes et de les accompagner dans la construction d'un projet professionnel. Donc, effectivement, le principe d'action de l'IAE, c'est la possibilité de proposer un contrat de travail, c'est le fait d'assurer effectivement un encadrement des personnes pour les faire travailler en sécurité, pour évidemment effectivement tenir les objectifs de production par rapport aux clients, mais aussi effectivement que ces situations de travail soient des situations apprenantes qui permettent à la personne de développer ses compétences et ensuite, à l'issue d'un parcours en général qui dure entre 12 et 24 mois, et bien de se présenter auprès d'entreprises pour effectivement avoir plus de chances d'être recruté dans le cadre du marché du travail. Donc, on avait les chiffres effectivement sur la précédente slide. En moyenne, on a à peu près 70 personnes qui, à l'issue d'un parcours d'1 an ou 2 ans, retrouvent effectivement un emploi ou une formation qualifiante à l'issue d'un parcours en structure d'insertion par l'activité économique. Donc là, on est vraiment sur un secteur qui est quand même résolument tourné vers l'insertion professionnelle, vers la sortie vers le marché du travail, tout en essayant quand même de s'adresser à des personnes effectivement qui ont des difficultés et qui ont vraiment effectivement besoin d'avoir ce temps de travail en collectif, de mobilisation et d'un accompagnement un peu privilégié, je dirais, autour d'un projet professionnel. Donc voilà, on est à concilier ces deux niveaux. Et comme je l'indiquais au démarrage, c'est vrai qu'on s'adresse à une grande diversité de publics. Donc l'enjeu, effectivement, quand même, c'est de s'adresser aux personnes qui sont particulièrement touchées par le chômage. Donc ça peut être effectivement les seniors, effectivement les personnes réfugiées, les personnes qui sont en reconversion professionnelle, des femmes qui sont isolées, qui ont besoin effectivement d'être accompagnées aussi sur le fait de trouver des solutions de garde d'enfants. Voilà, donc une grande diversité de publics. Et pour faire le lien, je crois que vous évoquiez la question des engagements autour des quartiers prioritaires. Vous indiquez quand même qu'effectivement, même si on n'a pas d'action ciblée, on ne cible pas un public en général dédié, on est vraiment, nous, dans une approche transversale un peu autour des politiques de l'emploi. Et donc, une structure peut s'adresser vraiment à cette grande diversité de personnes et avoir en général une mission. Dans les faits, effectivement, en Ile-de-France, on a à peu près quand même un tiers des personnes qui sont des personnes relevant des territoires prioritaires. Donc, voilà un petit peu dans les grandes lignes et le public ciblé. Et voilà, on est vraiment dans une logique de tremplin vers l'emploi, avec l'idée effectivement d'être sur une logique de SaaS, sur un parcours qui effectivement permet de donner le temps à la personne quand même de bâtir son projet professionnel, de se former et de s'outiller, mais en même temps, effectivement, au bout de 2 ans, de retrouver le chemin du marché du travail dit classique. Je vous laisse passer à la slide suivante. Ah, elle ne s'affiche pas correctement, je suis désolé. Oui, donc juste, voilà, parfait, très bien, merci beaucoup. Donc juste vous indiquer effectivement que sur l'aspect un petit peu projet économique, offre de services des structures, donc voilà, on intervient, comme je vous le disais, dans de nombreux secteurs d'activité. Mais effectivement, on a quand même 2 approches un peu différenciées. C'est vrai qu'on va avoir donc 4 dispositifs. Donc, c'est un conventionnement qui relève plutôt du Code du travail, du conventionnement avec l'État. Donc, d'où le fait effectivement qu'on a nos acteurs qui sont porteurs d'un dispositif, donc 4 dispositifs différents, les entreprises d'insertion, les ateliers et chantiers d'insertion, les associations intermédiaires et les entreprises de travail temporaire d'insertion. Donc voilà, juste là, effectivement, vous voyez que on a deux dispositifs qui interviennent plutôt à proposer des services dans le champ de l'intérim,
et de la mise à disposition de personnel, donc qui sont en mesure de répondre à vos besoins en termes de remplacement de personnel, d'accroissement d'activité, effectivement de mobiliser des compétences de collaborateurs dans ce format-là sur vraiment une grande diversité d'activités. Donc, comme je l'indiquais, pareil, le nettoyage, la manutention, le bâtiment, la restauration, l'administratif, le gardiennage et d'autres compétences. Et puis, on va avoir des structures, donc les entreprises d'insertion ou les chantiers d'insertion, qui vont effectivement plutôt intervenir dans le cadre, un peu comme une PME, hein, dans le cadre d'une offre de service, d'une prestation de services techniques, hein, que ce soit sur la livraison de produits, hein, de paniers bio, le fait effectivement d'animer une conciergerie, voilà, ou la réalisation d'une sous-traitance ou d'une co-traitance avec votre entreprise. Donc voilà, 2 formats. Et puis effectivement, la possibilité d'ajuster la collaboration avec les structures en fonction un petit peu de ces grands formats de collaboration possibles avec les entreprises. Donc voilà, pour vous resituer le secteur de l'insertion par l'activité économique. Ce qu'on vous propose justement, effectivement, peut-être, c'est en fonction peut-être des questions que vous pouvez avoir, d'avoir une petite séquence d'échange, peut-être pour revenir sur des points, si vous voulez approfondir certaines questions sur les points qui ont été évoqués jusqu'à présent, avant qu'on passe à la deuxième partie où on va rentrer plus dans le détail des leviers concrets, le mode d'emploi pour engager des collaborations dans le cadre des achats socialement responsables. Mathilde, peut-être je te repasse la main peut-être pour lancer cette séquence, pour voir s'il y a des questions avant qu'on passe à la slide suivante. Oui, on n'a pas vu de questions forcément dans le chat, mais si vous voulez réagir, demander des compléments d'information, n'hésitez pas, c'est le moment. Et vous pouvez réactiver vos micros en cliquant en haut de la fenêtre à droite. Question? Bon, je pense que si vous n'avez pas, enfin, si les participants n'ont pas de questions à ce stade, on peut peut-être continuer. Bien. Et puis on fera un temps d'échange un peu plus long après la deuxième séquence, si ça vous va. Ok, très bien. Du coup, oui, sur l'intérêt effectivement de mobiliser un partenariat avec les structures d'insertion par l'activité économique, donc dans le cadre notamment des achats socialement responsables. Alors l'intérêt effectivement, c'est que du coup, donc vous l'avez compris au regard de la présentation qui a été faite, c'est que si vous faites appel à un partenaire de l'insertion par l'activité économique, du coup effectivement vous avez l'assurance, du coup étant donné qu'on est avec un acteur dont le métier quand même, c'est effectivement d'accompagner, de travailler, l'objet même de son activité, c'est de travailler avec des personnes, d'accompagner des personnes éloignées de l'emploi. Vous avez effectivement l'assurance d'avoir un impact social fort en vous adressant à des publics qui relèvent de la politique de l'emploi. Et puis, effectivement, vous avez l'assurance aussi que dans le cadre du parcours ou du partenariat que vous mettez en place, elles sont effectivement accompagnées. Puisque, comme je l'indiquais, par nature, toute structure d'insertion par l'activité économique qui est conventionnée par l'État contractualise un projet d'insertion précis et s'engage à mobiliser des moyens d'accompagnement, hein, que ce soit en termes d'encadrement, mais aussi de chargé d'accompagnement, pour effectivement être dans une dynamique de réussite avec les personnes. Donc voilà, si vous privilégiez l'appel à une collaboration avec le secteur de l'IAE, c'est vrai que vous aurez un retour sur effectivement les effets, l'impact qu'aura votre achat dans le cadre de cette collaboration avec l'IAE, sur effectivement les moyens, la qualité de l'accompagnement mis en œuvre auprès des personnes, qui pourra être mise en place via cet achat, et puis aussi effectivement les effets, c'est-à-dire les formations qui auront été mises en place, les résultats obtenus. Donc du coup, effectivement, ça permet vraiment de donner du sens et d'avoir des éléments assez qualitatifs sur l'impact de l'achat ou de la collaboration qui aura pu être engagée avec ces acteurs-là. Le deuxième intérêt, c'est qu'effectivement, on est quand même sur des acteurs qui ont un fort ancrage local. Je n'ai peut-être pas insisté assez là-dessus dans la présentation, et on le verra avec d'ailleurs les deux intervenants. On est quand même sur des acteurs qui ont une forte implantation locale, qui sont très maillés avec leur territoire, hein, que ce soit avec leur collectivité, que ce soit évidemment avec l'ensemble des acteurs de l'emploi, le pôle emploi, les missions locales, les entreprises, la dynamique économique.
Et donc, du coup, effectivement, travailler avec l'IAE, c'est l'assurance de travailler effectivement au plus près du territoire et éventuellement de mobiliser d'autres partenaires à l'échelle locale. Donc ça, c'est un deuxième intérêt particulièrement fort. Évidemment, il y a un enjeu de complémentarité, puisque du coup, effectivement, la structure de l'IAE va pouvoir apporter des vraies compétences en termes de mobilisation du public, en termes de compétences des publics, tout en s'adressant à un public effectivement en insertion. Il peut y avoir aussi des complémentarités effectivement justement sur des synergies, notamment par exemple dans les espaces verts. Effectivement, une structure d'insertion va plutôt se positionner sur une partie de la prestation. Par exemple, la partie entretien d'espaces verts, alors qu'une entreprise va plutôt garder la partie entretien. Donc, il y a des synergies à aller chercher à ce niveau-là. L'intérêt, effectivement, étant donné que nos acteurs sont quand même inscrits dans la durée sur les territoires et sur cette mission d'inclusion des publics, et bien du coup, ça permet d'enclencher aussi une dynamique un peu plus de moyen terme autour d'une opération sur répondre à vos besoins de main-d'œuvre. Au-delà de l'opération ponctuelle, autour d'une collaboration autour des achats responsables, c'est la possibilité de trouver un partenaire durable pour répondre à vos besoins de recrutement. Et puis, effectivement, l'intérêt, comme je le disais, on est quand même avec des structures qui ont l'habitude de proposer des services économiques à des clients. C'est l'assurance, effectivement, d'avoir une réactivité, d'avoir des garanties sur les services proposés et de s'adresser effectivement à un professionnel. Voilà, on est sur un projet à fort impact social et qui relève de l'insertion, mais avec un interlocuteur qui va effectivement être réactif et être en capacité de faire une proposition à l'entreprise pour enclencher une dynamique de réussite. Donc, voilà un peu les arguments qu'on met en avant pour vous inciter effectivement à travailler avec l'insertion par l'activité économique dans le cadre de vos achats responsables. Merci Steven. Je pense qu'on a pris une question entre-temps dans le chat. La question portait sur est-ce que le secteur de l'insertion par l'activité économique ne concerne que les personnes en situation de handicap ou identifiez-vous d'autres leviers d'inclusion? Je ne sais pas si vous voulez dire un mot là-dessus, peut-être. Bien sûr. Le lien entre le secteur du handicap et le secteur de l'IAE et les passerelles, les similitudes et les différences. Oui. Alors oui, bien sûr, je peux répondre effectivement en indiquant, c'est vrai qu'historiquement, les deux secteurs se sont construits sur peut-être des objectifs un peu différents. C'est vrai que, comme je le disais, nous, au niveau de l'insertion par l'activité économique, on a un objectif quand même qui est de répondre effectivement, évidemment, aux besoins des territoires, en produisant encore une fois des services utiles, et puis évidemment de répondre aux enjeux d'inclusion des personnes autour de l'emploi, mais plutôt effectivement dans une logique de tremplin, de sas vers l'emploi à court terme, comme je disais, avec un parcours quand même qui dure en général un maximum de 24 mois. Le handicap s'est construit peut-être sur une logique un peu différente, avec parfois des parcours un peu plus longs, même si aujourd'hui, je crois que c'est en train de bouger, et le handicap, de plus en plus, effectivement, renforce un peu ses objectifs, je dirais, d'inclusion, évidemment, dans le milieu ordinaire, ce qui a toujours fait partie aussi de l'objectif de ce secteur-là. Mais je crois que les objectifs sont renforcés à ce niveau-là. Donc voilà, les deux secteurs se rapprochent. D'ailleurs, effectivement, il y a des synergies qui sont un peu recherchées et de travail en commun sur des passerelles autour des publics et puis évidemment, justement, de collaboration. Pourquoi pas effectivement pour travailler sur des opérations avec les entreprises autour des achats privés. Après, effectivement, sur les publics auxquels on s'adresse, comme je l'indiquais, nous, c'est très large. On ne s'adresse pas du tout que aux personnes handicapées. On a effectivement une grande diversité de publics, des bénéficiaires de minima sociaux, des personnes dont le statut est plutôt statut de réfugié, des jeunes effectivement qui sortent avec un diplôme assez faible et qui ont besoin d'un coup de pouce effectivement pour s'intégrer dans le marché du travail. Donc nous, on a une grande diversité de publics. On accueille également des personnes handicapées à hauteur de 6 à 10%, un peu comme les entreprises classiques. Donc on peut effectivement être partenaire aussi pour les entreprises qui recherchent des personnes handicapées, mais notre cible de personnes est beaucoup plus large. Donc on travaille sur l'inclusion sur un public extrêmement plus large que simplement les personnes relevant du handicap. Précision. Merci Steven. Je ne sais pas si c'était clair pour la personne qui avait posé la question et pour les autres, ou si vous avez aussi d'autres questions complémentaires, n'hésitez pas.
Bon, en tout cas, de notre côté, on trouve ça très clair. Merci, je te redonne la main. Lorraine, je te laisse poursuivre. Ouais. Du coup, l'idée, c'est de se dire voilà, sous quelle forme les collaborations peuvent se mettre en place avec l'IAE. En fait, on a différents niveaux d'implication dans les collaborations avec les structures de l'IAE. Tout d'abord, d'un point de vue économique, c'est-à-dire voilà, concrètement, je souhaite développer mes achats responsables, et je fais appel à un fournisseur pour l'entreprise. Donc, ça implique effectivement d'avoir un sourcing assez étayé sur les possibilités sur votre territoire de prestations que vous pouvez que vous pouvez acheter auprès de l'IAE par exemple. Donc l'idée, ça va être d'une part de développer votre sourcing et d'autre part de référencer aussi des structures de l'IAE. Ah, on m'entend pas très bien. Non, ça va, on t'entend, hein, Lorraine. Ça grésille un peu, mais ça va, on comprend. Ouais. Je vais peut-être couper la caméra, peut-être que ce sera plus fluide en termes de communication. Du coup, oui, donc l'idée, c'est sur un premier niveau, c'est de référencer les structures de l'IAE, soit de manière individuelle, qui peuvent fournir une prestation, en identifiant les différents types de prestations que vous avez aujourd'hui et en regardant en parallèle l'offre que peut proposer les structures de l'IAE. On a aussi des secteurs d'activité classiques qui ont été évoqués. On en a d'autres qui sont un peu moins classiques et qui méritent d'être affinés. Donc ça, il y a effectivement des structures qui, notamment le Graphi ou d'autres, qui peuvent vous aider et vous accompagner dans l'affinage des différents segments d'achat au sein de votre entreprise. Et donc, on peut aussi identifier des groupements de structures de l'IAE qui peuvent se constituer pour répondre à un marché, par exemple, ou pas un marché simplement pour répondre à votre politique RSE. Et donc, dans ce cas-là, c'est aussi une démarche qui est menée aujourd'hui avec un ensemble de structures, soit uniquement de l'IAE, soit d'ailleurs, c'est ce qu'on disait, IAE ou entreprise adaptée ou du handicap. Voilà, il y a des groupements qui se font pour répondre à des prestations en commande. Donc le deuxième axe, effectivement, c'est vous avez besoin de répondre à un marché public qui est closé, donc de répondre à des obligations d'insertion qui sont inscrites dans le marché. Donc voilà, l'objectif, c'est de faire appel soit sous forme de contraitance pour une prestation technique auprès de chantiers d'insertion ou d'entreprises d'insertion. Voilà, ou alors c'est dans l'autre volet, c'est de faire appel à une prestation d'intérim ou de mise à disposition de personnel en faisant appel à une structure de l'IAE qui, auquel cas, pourra répondre aux impératifs notifiés aux obligations dans le marché. Voilà, on peut aussi faire appel dans le cadre des marchés closés au public éligible à l'insertion dans vos recrutements. Donc là, les heures d'insertion vous seront calculées et imposées. Donc souvent, l'IAE est appelé dans le cadre des recrutements on est appelé à faire du sourcing pour les entreprises qui ont des marchés publics closés. Donc, auquel cas, nous, on identifie le besoin et voilà, la Facile de France est via la passerelle entreprise qui est une passerelle régionale qui fait le lien entre les structures de l'IAE et les entreprises qui ont des besoins en recrutement. Donc, que ce soit en l'occurrence dans le cadre d'achats responsables ou de marché closé, ou plus largement, et là on arrive sur le volet RSE, sur du recrutement pour des programmes d'insertion plus spécifiques, ou du recrutement un peu plus classique, mais sur des postes essentiellement avec des niveaux de qualification peu ou pas importants, ou bien que les structures de l'IAE aient des formations qualifiantes pour certains secteurs d'activité, on a un certain nombre d'entreprises qui font appel à l'IAE aussi pour du recrutement sur des métiers en tension, notamment.
Et l'autre volet sur les actions RSE de soutien finalement au secteur de l'insertion par l'activité économique et du coup de l'emploi de ces personnes, parce que finalement en faisant appel à ces prestations, c'est aussi soutenir l'emploi sur les territoires et l'inclusion des personnes dites les plus éloignées de l'emploi qui sur tout leur parcours vont être amenées ensuite à intégrer l'emploi durable. Donc c'est vraiment la vocation. Donc l'implication sur ce sujet est forte. Et donc, effectivement, dans les autres types de soutien d'action RSE, on peut avoir des partenariats sur des actions de parrainage, que ce soit sur du coaching emploi ou pas. On a aussi des actions de mécénat de compétences, de sensibilisation de collaborateurs sur de la transition écologique et solidaire, notamment sur des journées d'implication au sein de jardins d'insertion, de maraîchage, entre autres. C'est des types de prestations qui peuvent être délivrées sur le secteur et qui contribuent à développer les collaborations économiques avec le secteur. Et ensuite, un des leviers encore un peu plus poussés sur les collaborations économiques avec l'IAE, c'est le montage de Joint Venture Social, excusez-moi pour mon anglais, de JVS. Et du coup, là, l'objectif, effectivement, c'est de co-construire une entreprise, une activité en tout cas, avec une entreprise classique et une entreprise de l'IAE, et de développer une activité économique bien spécifique. Et d'ailleurs, on pourra vous citer l'exemple juste après de l'entreprise Liva, du coup, qui est une JVS qui a été montée avec Vinci. Donc, on en arrive, je ne sais pas si vous avez des questions sur ces différentes modalités de collaboration, si vous avez d'autres, peut-être des retours d'expérience sur ce secteur-là, enfin, sur ces différents champs. Ça peut être aussi intéressant de pouvoir partager ou d'autres questions plus spécifiques liées aux différentes explications données. Oui, par exemple, merci Lorraine. Par exemple, tu évoquais la JVS qui a été montée par Vinci. Je crois qu'on a une personne de Vinci avec nous. Je ne sais pas si vous souhaitez prendre la parole à ce sujet. Non, pas forcément. Pas de souci, c'est toujours un peu compliqué aussi à distance de prendre la parole. Je ne sais pas si l'un d'entre vous souhaite parler de son expérience. Je sais qu'au niveau de Pôle emploi, vous avez aussi l'habitude de cibler certains de vos achats sur le secteur. Bon, s'il n'y a pas forcément de questions, on peut peut-être passer à la suite. Après, si besoin, il y a une fonction, je ne sais pas si tout le monde a bien en main le logiciel. Du coup, il y a la fonction lever la main si vous voulez intervenir, sachant que tous les micros sont coupés. Donc, n'hésitez pas à l'activer à tout moment si vous souhaitez intervenir, avoir des précisions, etc. Ça peut être aussi une option. Elle se trouve où d'ailleurs? Parce que moi, j'avoue que je ne la vois pas, cette fonction lever la main. Alors, comme animateur, ça me gêne, enfin, comme intervenant, ça me gêne moins, mais j'avoue que je ne l'identifie pas. Lorsqu'on clique sur l'onglet participant, en fait, tout en bas, on a 3 options. Couper le micro et lever la main à droite. Ah oui, d'accord. D'accord, ok. Très bien. Non, peut-être qu'on peut juste ajouter, avant aussi de laisser la parole aux structures qui vont aussi peut-être effectivement illustrer concrètement comment sur le terrain ils font vivre effectivement une action d'insertion et un projet économique, et notamment effectivement en lien avec les entreprises du territoire. Peut-être juste indiquer effectivement que ce qui est intéressant dans les achats responsables et les collaborations avec l'IAE, c'est que c'est vrai qu'on peut, comme le disait un petit peu Lorraine avec cette slide-là, mobiliser vraiment différents vecteurs et commencer effectivement peut-être par des actions effectivement assez modestes dans leur envergure, mais avec un vrai intérêt. Et du coup, on avait, je crois, une slide où on disait que on avait même une TPE là, qui s'était engagée justement à faire un achat responsable
en faisant appel justement pour une prestation administrative et de logistique à une entreprise d'insertion parisienne. Voilà, même en tant que TPE, voilà, elle a souhaité effectivement passer un achat responsable. Et puis effectivement, après, on a des choses quand même plus conséquentes. On évoquait la JVS effectivement de Vinci et d'Ares, où là effectivement on est sur une collaboration où des structures voilà, mettent en commun et créent une structure commune en partageant des moyens humains, en mettant en commun des ressources humaines et financières pour créer une nouvelle activité. Mais effectivement, je pense que ce projet-là est aussi né d'une collaboration qui a été engagée il y a des années par une première collaboration assez modeste, quoi, hein. Et donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment de voir que toutes les entreprises, tout type d'entreprise, peut à un moment donné commencer à s'engager sur une dynamique d'achat responsable avec l'IAE, et que ce n'est pas quand même que réservé aux grands groupes. Voilà. On peut privilégier effectivement plutôt un volet justement répondre à un marché public avec une structure de l'IAE. On peut privilégier plutôt effectivement faire appel à un fournisseur de l'IAE et passer ses achats de manière préférentielle à un acteur solidaire. Et puis effectivement, on peut après construire vraiment une collaboration plus intégrée au niveau économique. Donc je pense que c'est vraiment ça qui est important, c'est de voir que les achats socialement réservés ne sont pas réservés qu'aux grandes structures. Ça, c'est le premier point. Et puis que le deuxième point, c'est aussi l'achat privé peut être un levier un peu d'innovation pour l'insertion. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé quand même d'activités un peu classiques, espaces verts, bâtiments, mais il y a aussi une réflexion autour des achats privés qui est d'aller faire aussi de l'insertion, d'aller monter des collaborations entre des entreprises et des acteurs solidaires dans d'autres secteurs d'activité, en lien avec les enjeux de la transition écologique, bien sûr, on le disait, hein, voilà, sur les mobilités, et puis également sur le numérique. Donc, c'est vrai que l'achat privé peut aussi susciter des nouvelles activités d'insertion dès lors qu'effectivement, on a une entreprise et un acteur de l'insertion qui peuvent penser ensemble effectivement des activités de travail qui puissent être porteurs effectivement d'intégration, de développement de compétences et d'accès à l'emploi. Voilà. Donc, peut-être après le mieux, c'est effectivement peut-être de l'illustrer avec un témoignage de Chantier Yvelines qui va du coup présenter comment elle aujourd'hui elle intervient justement dans le cadre notamment effectivement sur son territoire yvelinois et puis auprès effectivement des acteurs économiques de son territoire. Oui, tout à fait. Et puis, on avait peut-être la personne de Pôle emploi qui voulait peut-être dire quelques mots aussi sur les clauses d'insertion. Donc, je pense que ça sera bien complémentaire à l'intervention de Chantier Yvelines. Donc, si ça vous convient, Céline, peut-être, si vous voulez dire quelques mots après l'intervention d'Isabelle de Chantier Yvelines, ça sera avec plaisir. Okay. Très bien. Donc, écoutez, bonjour à tous. Puis merci déjà de m'accueillir, mais plus largement d'accueillir une des structures de l'IAE dans cet échange. Alors, Steven Marchand et Lorraine Planchon vous ont évidemment très bien présenté ce qu'était l'IAE, les différentes structures qui pouvaient les composer. Donc moi, je vais juste faire un focus en fait autour d'une association intermédiaire pour vous expliquer un petit peu comment au quotidien on met en place des actions avec nos différents partenaires économiques. Ce que nous on appelle un partenaire économique, on va être avec un partenariat entreprise, collectivité, association et également particulier. Donc Chantier Yvelines, comme son nom l'indique, on est sur le département des Yvelines. Alors on a une particularité, c'est que on porte deux structures du champ de l'IAE. On porte depuis un peu plus de 30 ans une association intermédiaire et depuis quelques mois maintenant, une entreprise d'insertion. Deux modèles économiques différents, des objectifs différents et surtout des supports de travail qui ne fonctionnent pas de la même manière. L'association intermédiaire étant dans le cadre de la mise à disposition de personnel. Donc globalement, c'est une terminologie qui est peut-être pas très parlante, mais c'est on emploie les personnes et dès lors qu'on a une commande par un partenaire économique, on met à disposition les personnes au sein de la structure économique, l'association intermédiaire et l'employeur. D'accord ? Sur l'entreprise d'insertion, nous, on a fait le choix
de développer une activité qu'on mettait en place depuis des années, c'était les travaux de rénovation. Donc l'entreprise d'insertion qu'on a ouverte et qu'on a mise en activité tout début février, recrute des ouvriers du second œuvre pour tout ce qui est travaux d'intérieur, rénovation de bâtiments, enfin bon, classique, hein, comme un artisan le ferait, sauf que là, le modèle s'appuie sur le recours systématique à des salariés en insertion professionnelle qui, en passant par les structures, pourront gagner en confiance en eux, surtout se former et retrouver le chemin de l'activité plus classique de droit commun. L'association intermédiaire, c'est en général, Steven Marchand l'a précisé, une structure de proximité. C'est-à-dire que globalement, vous allez retrouver à minima 1, 2, voire 3 associations intermédiaires dans vos départements. Elles sont structurées par territoire. C'est-à-dire qu'il y a en règle générale un schéma départemental qui est découpé par la directe et qui dit dans telle partie du département, c'est telle association intermédiaire qui va intervenir. Tout ça pour rendre l'offre de services la plus lisible possible auprès de nos utilisateurs. D'accord ? Le champ de l'insertion par l'activité économique, il peut paraître flou et pour les acteurs du privé qui sont dans d'autres démarches, qui sont dans d'autres réflexes. Donc l'idée, c'était de rendre une offre de service lisible. Donc un découpage territorial. L'association intermédiaire, vous la mobilisez de manière très simple. C'est-à-dire que vous identifiez un besoin dans votre entreprise ou dans votre collectivité. Le besoin, il peut être ponctuel, il peut être régulier. Vous avez simplement besoin de contacter votre association intermédiaire, d'exprimer votre besoin, les compétences attendues, la mission qui devra être réalisée, et l'association intermédiaire aura en charge d'identifier le salarié compétent, réactif et opérationnel. Alors, comment on identifie un salarié compétent, réactif et opérationnel? C'est tout simplement parce que la personne, quand elle est venue s'inscrire au sein de notre structure, elle a été reçue à plusieurs reprises par un conseiller en insertion ou un professionnel de l'orientation ou de la reconversion professionnelle. Et il y a un diagnostic qui est posé dès l'entrée en structure. C'est-à-dire que très rapidement, on est capable de poser un cadre et de savoir ce que c'est faire la personne, ce que veut faire la personne, où sont ses axes d'amélioration pour pouvoir être opérationnel et répondre aux besoins des entreprises utilisatrices ou des collectivités utilisatrices. Donc les personnes qui sont mises à disposition, elles sont d'abord inscrites chez nous, elles sont d'abord accompagnées. On est au clair avec ce qu'elles savent faire et on est au clair avec le chemin ou le cheminement qu'on va pouvoir mettre en place avec elles. Donc quand l'entreprise nous appelle ou la collectivité nous appelle, on est capable d'identifier dans les minutes qui suivent la personne qui va être disponible et qui va pouvoir être mise à disposition. La personne est mise à disposition au sein de l'entreprise ou de la collectivité. Elle assure la mission qui lui est accordée. Ça peut être une mission de 4 heures parce qu'il s'agit d'aider à la manutention de meubles lors d'un déménagement de bureaux, lors d'une réorganisation particulière des locaux. L'entreprise manque de main-d'œuvre, elle se dit bon bah pourquoi pas faire appel à une structure de l'IAE, c'est facile, c'est accessible, et nous on mettra à disposition la personne de manière très ponctuelle au sein de la structure, et elle viendra renforcer l'équipe le temps de la mission, tout simplement. Puis elle reviendra chez nous et nous, on continuera de l'accompagner et on augmentera ainsi son temps de travail à travers différentes contractualisations avec les différents donneurs d'ordre. Ça, c'est pour de la demande ponctuelle, mais vraiment, c'est
c'est du one shot. Hein. J'ai un besoin particulier. J'ai besoin de faire de la manutention. J'ai besoin. Là, j'ai une absence qui n'était pas prévue au niveau de la restauration de mon restaurant d'entreprise. J'ai besoin d'un employé polyvalent en restauration. Ben, voilà, j'appelle la structure d'insertion et elle me met quelqu'un à disposition. Et puis après, il y a des systèmes où effectivement, on peut être amené à mettre des personnes sur des missions qui sont beaucoup plus longues parce qu'il y a un besoin, pas forcément permanent, hein, de l'entreprise ou de la collectivité, mais il y a un besoin qui se répète ou qui peut être prévu pour 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines à temps plein ou sur des 80% ou peu importe, c'est à votre rythme. Et là, dans ce cas, on met à disposition la personne sur une durée beaucoup plus longue, tout simplement. Alors, les structures de l'IAE et plus particulièrement Chantier Yvelines, nous, on est en marché réservé avec la ville de Versailles, hein, typiquement. Donc, la ville de Versailles avait passé il y a quelques années un marché public où elle avait elle avait souhaité, donc ça c'est un vrai choix politique de la part de la ville de Versailles, mais ce choix politique, il pourrait aussi être un choix politique d'une entreprise, quelle que soit sa taille. Hein. On parlait des TPE tout à l'heure, mais ça peut être les PME ou les grands groupes, peu importe. Toute structure qui a besoin de renforcer sa main-d'œuvre ou un service en particulier peut appeler une structure de l'IAE. Donc la ville de Versailles qui est très engagée au niveau du champ de l'insertion par l'activité économique et l'accueil des publics en insertion, a dit voilà, nous maintenant, depuis maintenant 9 ans, systématiquement, quand au niveau des services des cantines, quand au niveau des services de l'entretien des locaux ou au niveau de la voirie, de l'entretien de la voirie, voilà, systématiquement, quand il manquera quelqu'un dans les services, on fera appel à l'association Chantier Yvelines. Donc l'organisation est très structurée. On a des ordres de service qui circulent entre la ville de Versailles et notre association intermédiaire. Et tous les jours, tout au long de l'année, on met à disposition des personnes au niveau de l'entretien des locaux, des services de cantine, de l'aide à la restauration et au niveau de la voirie de la ville de Versailles. On fait la même chose, mais cette fois-ci en commande directe avec les villes de Trappes, Guyancourt, Montigny, Magny, Rambouillet. Enfin bon, voilà, évidemment, on a essaimé cette pratique sur quasi, on va dire, sur les plus grosses communes du territoire sur lequel on est situé. On est sur la moitié des Yvelines, en fait. Hein. Donc, on coupe le département en deux et on va du centre au sud du département. Donc ça, c'est quelque chose qui se met en place de manière très très fluide, tout simplement parce qu'il y a une vraie perception, une vraie conception de la part des responsables de service de l'utilité de faire appel aux structures de l'IAE aussi. Alors évidemment, il y a de la confiance, évidemment, ils savent qu'on mettra à disposition des personnes qui ne doivent pas être. L'objectif, c'est que en mise à disposition, le salarié ne doit à aucun moment être mis en échec et l'entreprise utilisatrice à aucun moment ne doit être mise en échec. Donc tout le monde est gagnant sur cette affaire-là. C'est simple, c'est rapide, c'est de proximité. Donc on a évidemment essaimé cette pratique sur une grande majorité des collectivités avec lesquelles on travaille et on fait de la même chose avec les entreprises des différents bassins d'emploi. Donc on intervient dans le cadre de la clause d'insertion et puis on met à disposition des personnes dans les différents secteurs d'activité et on travaille également évidemment avec toutes les entreprises locales qui ont des besoins pareils, réguliers ou ponctuels de main-d'œuvre. Je reviens juste sur l'exercice de la ville de Versailles et des collectivités puis de certaines entreprises. Il faut savoir aussi que la mise à disposition de personnel, elle permet aussi à l'entreprise ou à la collectivité de minimiser le risque dans le cadre du recrutement direct. C'est-à-dire que faisant appel à l'IAE, ça lui permet évidemment d'accueillir le salarié en insertion de ses services. Ça permet également de manière très empirique et factuelle
d'avoir un regard sur ce que c'est faire la personne. Dans le cadre du recrutement classique, quand vous candidatez, vous et moi, hein, nous tous, quand on candidate dans une entreprise ou une structure, on envoie un CV, on a un entretien, le CV permet d'être reçu. Donc sur le papier, normalement, tout colle. À l'entretien, tout colle, il y a un système, voilà, il y a une confiance qui se met en place, il y a une capacité des individus, chacun, à défendre sa situation et ses compétences. Pour nos salariés en insertion, pour la grande majorité des cas, sur le papier en système classique, j'ai envie de dire, ils passent pas le passage du CV. Ils savent faire des choses, mais ce sont des expériences qui ont été développées dans des pays étrangers ou qui ont été développées de manière un peu illégale ou pas très claire finalement. Donc en fait, de toute façon, ils passeront pas ou avec plus de difficultés la première marche du recrutement. Avec une association intermédiaire et avec une structure de l'insertion par l'activité économique, l'entreprise a peu de considération pour le CV de la personne. Elle, ce qui l'intéresse, c'est la capacité du salarié à faire. Donc, elle va entrer directement en accueillant le salarié en insertion. Elle va entrer directement dans le vif du sujet et très rapidement, les responsables de service ou les collègues directs vont être en capacité d'évaluer la compétence des personnes et sa capacité à s'investir dans son travail. Et dans la majorité des cas, pour les personnes qui ont des parcours dans les entreprises mises à disposition, très souvent, l'entreprise dit, bon, de toute façon, on a un besoin de recrutement, on va s'appuyer sur la personne que vous avez mise à disposition et c'est bien elle qu'on va recruter et pas une autre. Parce qu'en fait, la personne a pu aussi faire ses preuves en passant autrement que par le grand classique de l'envoi de CV, de la candidature, de l'entretien. Non, là, on s'appuie sur les compétences, on est sur du factuel, on est sur des choses qui sont quantifiables et mesurables. Le risque, il est quasi nul pour l'entreprise qui fait appel à une structure de l'IAE. Je veux dire, ça marche en continu, ça marche pas, on arrête et on propose éventuellement quelqu'un d'autre. Donc voilà un petit peu pour vous montrer comment on fonctionne. Plus simple, je ne vois pas. Un besoin de main-d'œuvre, un coup de téléphone, un descriptif, on met la personne à disposition, la personne travaille. La personne est payée en fin de mois par nos structures puisqu'on est employeur et qu'on porte la responsabilité du contrat de travail, de l'accès à la formation, de tout ce qui est médecine du travail, suivi, hygiène et sécurité, etc. La prise de risque, elle est quasi nulle. Et le vrai bonus pour les entreprises ou les collectivités, c'est que pour le coup, elles sont certaines d'avoir en face d'elles des personnes qui sont opérationnelles et qui ont surtout une grande volonté d'apprendre des choses, de progresser, de se former, de s'intégrer le plus durablement possible. Donc j'ai envie de dire que dans les expériences, tout le monde est plutôt gagnant. Merci beaucoup Isabelle pour le témoignage. Isabelle proposait qu'on regarde une vidéo de Chantier École. Malheureusement, je pense que pas Chantier École, pardon, Chantier Yvelines. Malheureusement, je pense qu'on va être un petit peu pressé par le temps parce qu'on est déjà. Ne vous inquiétez pas. Mais vous retrouverez le lien qui se trouve en bas de ce slide, le lien YouTube, pour suivre cette petite vidéo qui illustre bien et qui est très sympa. Donc, je vous invite vraiment à aller la regarder après l'intervention. Merci beaucoup en tout cas pour votre intervention. Merci. Je propose, Céline, si vous voulez prendre la parole pour témoigner de vous, votre expérience en tant que, pour le coup, Pôle emploi qui met en place des clauses d'insertion dans ces marchés. Ah, Céline, je ne sais pas si vous m'entendez. On ne vous entend pas. Bon. Pourtant, le micro est décoché. Hein. Oui. Céline, vous nous entendez? Alors, je pense qu'il y a un problème avec le micro de Céline. Elle a essayé de le relancer et de le recouper.
Bon, malheureusement, je crois qu'on ne pourra pas bénéficier de votre témoignage. C'est dommage. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite partager un retour d'expérience sur leurs achats ou comment ils mettent en place la fonction achat dans leur entreprise, avant que nous passions au dernier témoignage d'une autre structure de l'insertion par l'activité économique qui vous parlera plus précisément d'une activité de production de masques dans le cadre de la crise du Covid. Je vous invite vraiment à partager, à nous dire en tout cas comment ça se met en place dans vos entreprises respectives ou comment vous prévoyez de vous saisir du sujet. Et n'hésitez pas à poser vos questions également suite à l'intervention de Chantier Aiguille. Bon, si personne d'autre ne veut prendre la parole, Carole, je vous propose de passer à votre présentation. Ah, oui. Oui, parfait, on vous entend. J'ai eu un problème avec mon micro aussi. J'avais proposé des petites slides pour… oui, voilà, oui, d'accord. Je crois, Lorraine, tu es toujours au contrôle. Donc, voilà. Donc, bonjour à tout le monde. Merci pour cette initiative. Je suis très contente de pouvoir vous présenter notre activité, d'activité de chantier d'insertion. Et puis, je vous dirai comment nous avons essayé de nous adapter durant cette période de crise. Voilà, donc Arpège est une association qui intervient dans le 92. Alors peut-être commencer par celle-ci. Donc, nous sommes une association, un centre de formation et nous intervenons depuis une quarantaine d'années dans le sud du 92 et dans l'ouest francilien. L'objet de l'association est d'aider les personnes en difficulté par rapport à l'emploi. Et pour situer, on est à peu près 16 salariés encadrants aujourd'hui et on accompagne 500 personnes par année. Donc des personnes en difficulté, des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, sortis du système scolaire et qui ont une volonté de trouver une orientation professionnelle, des adultes en transition, en difficulté de parcours. Donc, nous proposons à la fois des formations et des accompagnements. Et il y a quelques années, on a été facilitateur de clauses d'insertion et ça a été une révélation pour nous. Et on a vraiment vu l'intérêt de proposer de l'emploi, des activités professionnelles donc aux personnes qu'on accompagnait. Et effectivement, c'est un vrai vecteur d'insertion pour nous. Donc, il y a 5 ans, on est rentré dans l'IAE, dans l'insertion par l'activité économique, en montant un chantier d'insertion. Donc, ce chantier d'insertion, comme le disait Lorraine et puis Steven tout à l'heure, c'est vraiment la première marche. Pour les personnes, c'est la première étape d'un parcours, un parcours qui est de 2 ans maximum chez nous, avec un accompagnement renforcé, où à la fois on propose de la formation technique, mais aussi le travail sur le projet, on travaille les connaissances de base, c'est-à-dire un peu d'informatique, de la remise à niveau, du français, etc. Donc vraiment un accompagnement renforcé pendant ces 2 ans. Et puis, ce qui est essentiel, c'est le travail, c'est-à-dire c'est proposer un contrat de travail, un salaire, un rythme, des collègues, enfin tout ça allant dans le bon sens, qui est pour nous aider la personne à refaire face et surtout à aller vers l'emploi pérenne ou la formation. Alors, on a monté ce chantier d'insertion qui s'appelle Rayon Vert. Et alors peut-être l'autre slide. Et sur le chantier d'insertion, on a 2 activités. Si on peut avancer sur le slide, mais 2 activités. Voilà. Alors,
le vélo et puis les bâches. Donc, on a choisi de rentrer dans le secteur du réemploi, ce qu'on appelle l'économie circulaire, hein, le recyclage. Donc, la première activité, c'est le recyclage de vélos. Quand on a monté notre chantier, on n'était évidemment pas spécialiste du vélo, puisqu'on est un centre de formation sur l'orientation professionnelle. Alors, on a cherché à un moment donné, et puis c'est devenu une évidence. Déjà, il y a maintenant plus de 6 ans, il y avait pas mal de vélos, en tout cas sur notre territoire. Donc à Clamart, à la gare de Clamart, il y avait à peu près une centaine de vélos par an. Et on s'est dit, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Et on voit aujourd'hui d'ailleurs qu'on a eu raison. Ces vélos, il faut les sécuriser et il faut les réparer. Et il y avait peu d'ateliers vélos sur notre territoire, donc on s'est dit, pourquoi pas. On est allé voir les associations du territoire qui font la promotion du vélo, hein, qui la faisaient déjà auprès des mairies et autres. Et puis on a réfléchi. Très rapidement, on s'est dirigé vers notre mairie, notre maire, et qui a dit, on vous soutient, c'est une bonne idée. Et donc, depuis, la mairie nous met à disposition un atelier vélo. Voilà, donc première activité, on fait du recyclage puisque on travaille à partir de dons de vélos. Hein, vous savez, les vélos qui sont dans les caves, qui traînent dans les rues, etc. Tout ça, on les récupère. Et soit on peut les réparer, donc ce sont évidemment nos salariés en insertion qui les réparent, soit on les répare et on les met en vente, ce sont des ventes d'occasion, soit ces vélos sont trop vieux et on récupère les pièces détachées pour réparer les vélos qui nous sont amenés, hein, d'où le réemploi. Donc on propose à la fois de l'auto-réparation à l'atelier, c'est-à-dire que les adhérents viennent avec leur vélo et ce sont les personnes en insertion qui aident à réparer les vélos et donc qui transmettent l'information à nos adhérents. Et l'autre activité, c'est la réparation, notamment quand on est en extérieur, et ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà, donc sur le vélo, on est sur une activité d'auto-réparation, réparation et de vente de vélos. Et puis, donc ça, c'était en 2015. En 2017, on s'est dit, mais pourquoi pas, on va continuer. C'est effectivement intéressant d'envisager de moins jeter les objets, de plus les réutiliser et pourquoi pas habiller les vélos. Et donc, on a mené une réflexion à la fois avec les adhérents, donc les gens du territoire, les salariés, et on s'est dit pourquoi pas faire des sacoches vélo. Alors, on est allé chercher la matière et effectivement, dans les entreprises, on s'est aperçu qu'il y avait énormément de communication à partir de bâches publicitaires, de kakémonos, et celles-ci étaient finalement en fin de vie presque à 90% jetées. Et donc, d'où l'idée, comme pour nos vélos, de réemployer cette matière première et de la travailler. Donc, on a acheté des machines à coudre qui sont particulières pour les bâches. Et puis, on a recruté donc, des personnes qui étaient sensibles à la couture. Et donc, depuis 2017, on récupère les bâches publicitaires, les kakémonos, et on fabrique. Donc, au départ, c'était uniquement des accessoires vélo, sacoche arrière, sacoche avant, sur selle. Et depuis, on s'est aperçu que effectivement cette activité était très positive et que on avait beaucoup de clients. Donc, on a diversifié notre gamme. Voilà. Donc, sur l'autre slide, on peut, voilà. Voilà, c'est une slide où vous avez les exemples de ce qu'on propose aujourd'hui en entreprise. Donc, la première ligne, c'est en lien avec le vélo et la deuxième, c'est en lien avec les accessoires. Donc, on propose aux entreprises à la fois des prestations, des événements ponctuels. Donc, pour le vélo, ça va être le plus souvent, c'est au printemps, à l'automne, donc voilà, la saison souvent.
était de avril à octobre, hein, donc sur des événements ponctuels. Donc, c'est auprès d'entreprises, auprès de collectivités, hein, dans le cadre de, on va dire, de la journée de mobilité, déplacements doux et autres. Donc voilà, par exemple, dans les événements sur le vélo, on a Tous en selle. Donc voilà, l'année dernière, on a fait plus de 43 ateliers à l'extérieur, hein, donc dans les entreprises ou les collectivités. Et puis aussi, assez rapidement, on a rencontré des entreprises, et pour ne pas la nommer, Orange, par exemple, qui est en contact et qui est à proximité de notre atelier, hein, qui nous a demandé de réaliser des ateliers chaque mois au sein de l'entreprise, hein. Donc, ils ont à peu près plus de 100, je crois, 100 vélos par jour, donc 100 salariés qui viennent, qui se déplacent à vélo. Et donc, nous nous déplaçons, nous, une fois par mois, donc c'est toujours le même jour, hein, le troisième jeudi de chaque mois. Donc maintenant, les salariés le savent. Et le matin, ils nous apportent les vélos. Voilà. Donc, nous avons une équipe composée d'un encadrant technique et de 6 salariés en insertion. Et toute la journée, ils réparent les vélos. Et voilà. Et ce qui fait que les salariés, en fin de journée, peuvent partir avec leur vélo réparé. Voilà un exemple de partenariat et de prestations que nous proposons aux entreprises. Et puis, pour la création d'objets, c'est pareil. Soit on peut intervenir dans les entreprises et donc faire des animations autour de bâches de l'entreprise en question, ou alors, et c'est ce qu'on fait de plus en plus, on récupère donc vos bâches et on les retravaille. Donc on fait des propositions, en général on s'adapte. Et c'est du sur-mesure. Donc, on peut faire des pochettes, enfin, c'est à la demande, des kakémonos, pour, donc, avec vos bâches, on fabrique des accessoires que vous pouvez donner à l'issue du travail à vos salariés ou alors dans le cadre de cadeaux publicitaires et autres. Voilà le type de prestations qu'on propose maintenant depuis 2-3 ans aux entreprises et qui fonctionnent très bien et qui permettent donc à nos salariés d'apprendre un métier, encore une fois, et puis de travailler. Voilà, alors je pense sur d'autres slides, voilà, hein, Tous en selle, c'est l'exemple que je vous ai... Voilà. L'exemple que je vous ai décrit tout à l'heure, hein, effectivement, on va dans les entreprises, on s'installe et puis on peut faire de la réparation, on peut faire de l'auto-réparation, on peut faire de la sensibilisation au déplacement à vélo et autres. Et je vous disais que je vous parlerai un petit peu de notre adaptation durant cette période de Covid. Alors pour le vélo, on n'a pas travaillé pendant le confinement, bien évidemment, mais depuis le déconfinement, vous pouvez imaginer, on est extrêmement sollicité. On a eu l'homologation du coup de pouce vélo et donc des aides du gouvernement. Et on a fait une synthèse hier. En un mois, on a eu 400 demandes de réparation de vélo. Alors aujourd'hui, on n'a pas pu honorer toutes les demandes. On est à peu près à 100 vélos réparés. Et on est à une trentaine de vélos qui ont été vendus. Hein. Donc, ça fait à peu près un vélo vendu par an. Alors, heureusement, durant la période hivernale, nos salariés avaient préparé des vélos, et donc ils ont pu être vendus. Hein. Mais voilà, donc là, pour le coup, on est sur une activité là, qui est extrêmement sollicitée et depuis un mois, voilà, on n'arrive plus à répondre à toutes les demandes. Hein, mais nos salariés sont bien au travail. Et puis, sur la slide suivante, voilà, c'était un autre exemple. Hein, je vous parlais des bâches publicitaires. Bon, ben voilà. Aujourd'hui, on travaille avec la Poste et puis avec un bailleur social, Mille et une Vie Habitat. Et vous voyez sur la gauche les photos de notre activité, notamment une prestation de Mille et une Vie Habitat qui avait une très grande bâche. Donc là, on voit un joueur de football qui a fait, voilà, qui est assez connu. Et cette bâche, on l'a découpée et ils nous ont demandé de faire des sacoches. Donc voilà, on voit une couturière
travailler la matière, et puis des sacoches qui vont être redonnées aux habitants du quartier. Hein. Voilà, c'était juste pour vous citer un exemple de prestation que l'on propose. Et sur cette activité, je crois que j'ai proposé une dernière slide, l'activité d'accessoires. Pendant le confinement, on s'est dit que voilà, on n'allait pas travailler la bâche, mais qu'il fallait s'adapter aux besoins. Et j'imagine que tout le monde se souvient du mois d'avril, cette période compliquée où on nous demandait de mettre des masques et on avait du mal à en trouver. Ben, voilà, dès je crois que c'était le 14 avril, on a réouvert l'atelier. Et on a recyclé cette fois-ci. Alors, on n'avait jamais travaillé le tissu, enfin, les salariés ne l'avaient pas fait. On a vu que les machines à coudre pouvaient donc aussi s'adapter au tissu. On a fait un appel aux dons de tissus. Et grâce aux recommandations AFNOR, on s'est mis à travailler le tissu et la fabrication de masques grand public. Voilà, donc pendant un mois, on a énormément travaillé. On est à plus, là j'ai mis 1800 masques, mais on a plus de 2000 masques fabriqués. On a beaucoup, beaucoup travaillé pour des commandes d'entreprises avant le déconfinement, donc avant le 11 mai. Et on continue, on continue. Alors, il y a eu un ralentissement parce que maintenant, on trouve des masques jetables. Mais on sensibilise également les entreprises aux masques durables, à ceux qui peuvent être réutilisables. Attention, les masques jetables, donc, comme on dit, ont une durée de vie très limitée et il y a des risques quand même écologiques. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc on fait des masques à 5 €, peu importe. Mais voilà, pour vous dire que on essaie, comme on est une petite structure, on a aujourd'hui 10 salariés en insertion, on essaie de s'adapter tant bien que mal. Et pendant cette crise de Covid, il faut savoir que les salariés en insertion ont répondu présent tout de suite, et même en avril, même quand c'était compliqué. Et du fait de notre taille, on a pu s'adapter aux besoins et aux demandes. Voilà c'était pour vous présenter donc notre activité. Merci beaucoup, Carole, pour cette intervention très, très intéressante et très concrète. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions, des remarques complémentaires. Sinon, on s'excuse pour le petit retard par rapport au planning prévisionnel. Vous recevrez bien sûr la présentation par email, donc vous aurez tous les contacts de Carole et Isabelle, ainsi que Lorraine et Steven pour aller plus loin sur les sujets. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite partager une expérience ou poser une question à l'un de nos intervenants ? Bon, s'il n'y a pas de questions ni de remarques, on va conclure. Donc, nous vous remercions tous pour votre participation. On remercie surtout chaleureusement tous les intervenants pour leur présentation qui était très intéressante et très complète. On s'excuse encore pour le petit dépassement de l'heure, mais voilà, je pense qu'il y avait beaucoup de choses à dire. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur la thématique, sur le sujet, sur ce que vous souhaiteriez voir abordé dans de prochaines sessions qui porteraient sur ces sujets-là, pour qu'on puisse aussi vous proposer des animations plus adaptées pour aller plus loin sur ce sujet, si le cœur vous en dit, après l'été. Juste un petit dernier mot pour vous donner rendez-vous sur les prochains webinars. Alors, il y en a beaucoup plus. Là, on a fait un focus sur les webinars qui portaient spécifiquement sur l'insertion et l'inclusion. Vous aurez également les liens d'inscription dans notre mail de remerciement et dans le replay. N'hésitez pas à vous inscrire, notamment au prochain webinar de mardi prochain, qui portera sur le handicap, donc un sujet très complémentaire à celui qu'on a évoqué aujourd'hui.
Bien, écoutez, je vous remercie tous. Merci Lorraine, merci Steven, Isabelle et Carole. Et à bientôt. Merci à vous. Merci. On reste à votre Très disposition. bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Merci. Non, en théorie,